Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 10 avril 2025. On poursuit notre exercice de décryptage des actions et réformes engagées dans les différents secteurs de la vie publique au Bénin sous le régime de la rupture. Ce soir, on se propose de faire un focus sur le secteur de la justice avec les différentes mutations intervenues dans les cours et tribunaux, la naissance de nouvelles juridictions, allusion faite à la CREIET, à la Cour spéciale des affaires foncières et à la Cour des comptes, pour ne citer que celle-là. À défaut des juristes et autres praticiens de droit, on fait un regard croisé entre confrères pour commenter les hauts et les bas, les prouesses et tout ce qu'il convient de dire sur la justice béninoise ces 9 dernières années. En plateau ce soir, nous sommes avec Sergino Lokossou. Sergino, bonsoir. Bonsoir Arab, bonsoir à tous. Allez, vous êtes journaliste au quotidien Le Matinal. En face de vous, nous avons Kazmi Pedjo. Kazmi, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir chers téléspectateurs. Allez, directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie, merci à vous de vous être montré disponible. Entre confrères, on va analyser, commenter et apporter donc notre appréciation sur le secteur de la justice ces 9 dernières années. Sergino Lokossou, comment se porte la justice béninoise selon vous de 2016 à aujourd'hui? De 2016 à aujourd'hui, je pense que la justice béninoise a suivi des mutations, des transformations, des formations et déformations, on va dire ça comme ça. Quand vous êtes usager de la justice, vous allez comprendre qu'il y a quand même un certain nombre de réformes qui ont été menées au niveau de la justice. Je ne vais pas rappeler ce que représente la justice dans un état de droit comme le nôtre. C'est un pouvoir, le pouvoir judiciaire. Et à l'arrivée du président de la République en 2016 jusqu'à aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses ont été faites. Nous ne sommes pas des spécialistes, mais quand vous questionnez les avocats, les magistrats, ils vous diront que quelque chose a été fait. Et quand vous êtes vous aussi usager de la justice, vous constatez que quelque chose a été fait. Si je le dis, je suis journaliste, j'ai été à maintes reprises devant les tribunaux pour des citations directes. Mais j'ai vu comment ces dossiers ont été conduits par la justice, comment les avocats ont conduit ces dossiers-là. Et mieux, l'autre chose qu'il faut dire, nous avons aujourd'hui une justice, quoi qu'on dise, et qui répond aux aspirations du peuple, parce que la justice reflète ce que nous sommes. Et aujourd'hui, pour ne pas être laudateur du pouvoir, j'estime pour ma part qu'il y a quand même une justice qui existe au Bénin, parce que quand il n'y a pas une justice, ça ne rassure pas les investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux. Et je pense que tout ce qui se fait aujourd'hui dans le pays, ça se fait. Et les investisseurs qui viennent au pays, ils viennent parce que, quelque part, la justice que nous avons fait confiance, quoique il y a des failles, forcément. Il y a des failles sur lesquelles nous allons refaire. Alors, Kazmi Pedjo, de votre analyse, de votre regard sur les choses, comment se porte la justice béninoise? De mieux en mieux. Il faut déjà dire que, moi je l'enracine, un peu avant 2016, où déjà, vous vous souvenez, nous avons cette fameuse financement américain du Millennium Challenge et compte qui, grâce donc à ce financement, nous avons pu obtenir donc une large gamme donc d'investissements dans ce qu'il convient d'appeler certaines juridictions. On a vu donc la réhabilitation et la construction donc de bâtiments répondant désormais aux normes internationales en termes de justice. Je peux citer Paubert, je peux citer donc Alada, je peux citer Calavi, je peux citer Kandy et pourquoi pas d'autres villes où quand même le Millennium Challenge et compte a quand même permis au Bénin de pouvoir renouveler un peu les juridictions. Au-delà de ça, on note déjà à partir de 2016 l'envie politique de redonner le blason donc de la justice à travers beaucoup d'initiatives. Je ne suis pas ici donc le porte-parole du gouvernement, mais on a vu quand même des choses. Vous avez cité tout à l'heure la CREIET, c'est vrai, ça a fait jazzer la République en son temps, avec au départ une juridiction monodegré, si j'ose parler ainsi. Oui. Aujourd'hui, nous en sommes donc au double degré. Et nous avons vu aussi la création de cette cour spéciale du foncier
qui aujourd'hui aussi fait son petit bonhomme de chemin, quand on sait ce que c'est que le foncier en République du Bénin, quand on sait également ce que le foncier représente pour l'économie nationale, pour l'économie de façon plus globale, on se dit aujourd'hui qu'on a quand même chose quelque part. Et au-delà de ça, nous avons maintenant le renforcement de l'effectif au niveau donc de le personnel judiciaire aujourd'hui est passé donc du simple au triple au niveau donc du pays. On peut donc dire que sans courir le risque de faire donc la part belle à un régime, on peut dire qu'aujourd'hui, le Bénin rassure les investisseurs. Parce qu'il a dit tantôt, je vais peut-être emblayer dans son argumentaire, lorsque vous n'avez pas une juridiction qui garantit donc le plein droit aux investisseurs, vous ne verrez personne sur votre territoire. Ça devient inquiétant aux yeux des investisseurs. Alors, il y a une forme d'unanimité entre vous deux, en tout cas quand on suit votre lecture en termes de forme. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'efforts qui ont été fournis, la construction et la réhabilitation des maisons d'arrêt, la création de nouvelles juridictions et autres. Il y a, en ce qui concerne le foncier, à l'effet donc de faire venir les investisseurs. Je voudrais maintenant qu'on rentre dans le contenu en termes de pratique. Que dire, par exemple, de l'impartialité de la justice béninoise? Parce que ça fait objet de grands commentaires, et ça, il faut le reconnaître. Et effectivement, même avant l'arrivée du président de la République en 2016, la justice béninoise a toujours fait objet, enfin, l'impartialité de la justice béninoise a toujours fait objet de débat. Et même, ça a fait l'objet d'une chanson de Yans de Onmetok qui disait « Qui vous a dit que les pauvres ont tort? Qui vous a dit que ce sont les riches qui ont raison ?» C'est pour vous dire quoi? C'est pour dire qu'il y avait quand même une certaine peur en ce qui concerne la justice. Quand on entend justice, on avait tellement peur parce qu'on se dit ce sont les gros bonnets qui auront raison sur les petits. En d'autres termes, ce sont les gros poissons qui pouvaient manger les petits sans avoir de compte à rendre à personne. Mais depuis 2016 à aujourd'hui, je crois, toute proportion gardée, qu'il y a quand même quelque chose qui a été fait au niveau de cette impartialité. Je vais vous le rappeler, nous sommes dans un état de droit où ce sont les lois qui gouvernent et la loi a ce caractère impartial. Elle s'applique à tout le monde, que vous soyez acteur politique, journaliste, agriculteur, enfin, que vous soyez prince ou roturier, la loi vous est appliquée dès que vous tombez sous le coup de la loi. L'impartialité de la justice, ça s'apprécie du fait que vous soyez devant les tribunaux ou pas, du fait que ça vous arrange ou pas, vous voyez... Vous estimez que c'est selon la position, mais selon la décision qui tombe. Évidemment, parfois c'est comme ça, mais il y a que ce principe existe, et ça a valeur de droit, ça existe devant les cours et tribunaux, et que quand je donne mon exemple, moi il m'est arrivé dans une affaire que vous connaissez très bien, alors que j'étais directeur de publication d'un média, le média a été assigné, et comme étant directeur de publication, en grippe, j'étais le directeur des procès aussi, et donc quand je suis allé au tribunal, enfin pour la première fois, je n'avais pas un conseil, mais j'ai demandé à ce qu'on me donne un conseil, l'autre partie refusait, mais le juge a dit niet, que c'est un droit, qu'on doit me laisser constituer de ce conseil-là. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que même au niveau de la justice, il y a quand même que le droit du peuple prévenu est respecté. En tout cas, mon droit a été appliqué. Pourquoi l'impartialité de la justice continue de faire objet de vives polémiques? Quand une décision tombe, quel que soit le domaine, quels que soient les acteurs, je dirais, mis en cause, ça fait objet de vives polémiques, de commentaires. On n'est presque jamais d'accord. On estime que non, le juge n'a pas bien vu les choses, ou bien on a fait une justice des uns et une autre justice des autres. Oui, parce que d'abord, avant tout, la justice, c'est les hommes, hein, qu'on le veuille ou non, le président du tribunal, le juge et tous ceux qui vont avec. C'est d'abord des hommes, c'est pas des dieux, c'est pas des démons, c'est pas des messieurs qui sont exempts de tout commentaire. Donc c'est des hommes qui sont appelés donc à rendre justice. Et selon que vous rendez une justice, tel qu'on n'est pas d'accord parce que il estime que son droit a été brimé, peut-être que l'enquête n'est pas allée jusqu'à son terme, peut-être qu'il y a des éléments dans le dossier qui n'ont pas été élucidés. Peut-être, comme il a dit, que l'autre partie n'a pas les moyens nécessaires pour se taper donc un collège d'avocats pouvant permettre donc de prendre sa défense. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire comme lui. Moi, j'ai envie de dire comme lui.
Mais je suis retenu par un certain nombre d'actes aujourd'hui qui m'amènent à émettre donc beaucoup de réserves par rapport donc à l'impartialité de notre justice, enfin, par rapport à la partialité, j'ose parler. Nous avons vu circuler sur les réseaux sociaux, qui est vrai, des cas où des gens sont supposés devraient faire 3 mois de prison ferme, mais ils ont fait 3 ans, ils ont fait 10 ans, ils ont fait 12 ans, il y a d'autres qui ont fait 18 ans. Et c'est grâce à un homme politique qui est là-bas, qui aujourd'hui, sa libération est demandée de tout vœu. C'est lui qui est là-bas et qui prend ces dossiers-là, parce que quand on parle de l'impartialité ou de la partialité de la justice béninoise, on voit tout de suite le politique, on voit tout de suite le chef de l'État, on voit le gouvernement, on voit tel autre grotto, tel autre opérateur économique qui a les moyens, qui peut. Non, c'est pas que ça. Il y a aussi le citoyen lambda qui aujourd'hui croupit derrière les barreaux parce qu'une décision n'est pas encore rendue, parce que son dossier n'est pas venu, et parfois même parce que son dossier a disparu de la circulation. Tout ça là participe de la partialité de notre justice. Et ça pose problème. Ça ne manque pas également au niveau de la justice. Quand on est condamné pour 3 ans et quand, je dirais, on épurge la peine et qu'on reste là jusqu'à 3 ans de plus, 6 ans, 8 ans et autres, ça pose un véritable problème. Oui, ça pose un véritable problème. Les spécialistes vous diront que le juge a son autonomie, le juge a son timing, qui n'est pas forcément le timing du prévenu. Oui, mais le problème qui se pose, c'est lorsque le juge déclare quelqu'un condamné, je dirais, à 3 ans ou à 3 mois et que la personne se tape 3 ans au sein de la prison. Ça pose un problème. Ça pose problème. Je dis, c'est pourquoi il a parlé tantôt du plus personnel qui a été multiplié. Parfois, on peut justifier la chose par le fait qu'il n'y a pas suffisamment de personnes pour étudier les dossiers. Cela ne permet pas la célérité du traitement. Justement, donc il faut une célérité du traitement, il faut de la célérité dans le traitement des dossiers. Et je pense que depuis 2016 à aujourd'hui, sur ce côté-là, quelque chose a changé. Maintenant, en ce qui concerne l'impartialité, tu sais, vous savez, avant même l'arrivée du président de la République, c'est comme un principe. Et quand on condamne quelqu'un, on lui dit, est-ce que tu as trouvé un acteur politique qui va t'aider? Est-ce que tu as trouvé... C'est comme si ce sont les politiques où, quand vous êtes devant le tribunal, ou quand vous avez des affaires devant la justice, il faut forcément avoir une coucou ouverture. Alors que ça ne devrait pas avoir un parrain. Alors que ça ne devrait pas être ça. Normalement, il faut que le pauvre, que vous soyez pauvre ou riche, vous avez les mêmes droits devant le juge, devant la justice, que le juge ne rende pas sa décision parce que celui qui est là est un grand bonnet de la République, ou celui qui est là est un journaliste, ou celui qui est là est ci. Mais avant le titre, c'est un individu, c'est un citoyen, c'est un habitant d'un état de droit. C'est bien ça le citoyen. Et donc le citoyen qui est dans un état de droit doit bénéficier de ses droits quand il est devant le tribunal. Donc je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut travailler, sur la célérité des dossiers, pour que quand on vous condamne, et vous savez que on va vous libérer dans 2, dans 3 ans. Que cela soit respecté. Que ça soit respecté. Après 3 ans, vous ne faites pas encore 2 ans, 5 ans, avant que le juge ne se prononce par rapport à ça. D'accord, allez, on va dire 2 mots sur les nouvelles juridictions et autres. Il y a la CREIET qui tient le rôle de pavé en ce qui concerne les nouvelles juridictions qu'on a connues, en tout cas en termes de réforme et de création sur le régime de la rupture. Que dire de la CREIET dont on estime que vraiment ces sentences sont d'ordinaire lourdes? En tout cas, les Béninois savent ce qu'on dit de la CREIET et les juges même savent ce qu'on dit de la CREIET. Ceux qui sont là-bas savent ce qu'on dit de la CREIET. La CREIET, la fameuse CREIET, bon, qu'est-ce qu'on aura dit dessus si ce n'est pas que c'est une juridiction spécialisée qui entre-temps s'est donc étoffée, s'est dotée donc d'étoffes pouvant lui permettre aujourd'hui d'aller au-delà donc de ses prérogatives et de commettre donc des dossiers ordinaires. Je prends le cas de Gaïman, par exemple. Et la CREIET aujourd'hui commun de ces dossiers-là, et on ne peut que se féliciter pour le travail qui est fait au niveau de cette juridiction-là, parce que ça permet quand même d'aller un peu plus vite. Parfois c'est tellement rapide qu'on se demande même si les enquêtes vont jusqu'au bout, mais c'est déjà bien que les dossiers qui passent au niveau de cette juridiction ne puissent pas souffrir donc de la lenteur administrative qu'on connaît. La CREIET, c'est d'abord un instrument juridique, mais au-delà de ça, c'est aussi une juridiction où on a compris aujourd'hui que beaucoup d'hommes politiques
sollicite les services donc, de cette juridiction-là. Ça fait que ça alourdit un peu le travail à ces messieurs qui s'échinent matin et soir à travailler au niveau de cette juridiction. Il y a des dossiers qui pouvaient passer au niveau donc des juridictions ordinaires. Je veux parler de nos tribunaux. Mais tout de suite, vous avez vu la dernière fois, un député, je ne veux pas le citer, je ne le citerai même pas parce qu'il a la cachette facile en ce qui concerne les assignations. Pour un oui ou pour un non, il saisit le juge de la Criette et puis bon, on voit pour des trucs donc de ménage, de ceci, cela, n'importe qui, vous voyez, on reste derrière l'étoffe du chef de l'État, on reste derrière donc les collaborateurs du chef de l'État. On a comme l'impression que la Criette aujourd'hui, c'est l'instrument de la rupture où tout le monde, quand vous êtes un homme politique, c'est là-bas, vous vous faites entendre et que bon, est-ce que vous avez la même appréciation de cette façon non, de voir la Criette? Je pense que à sa création, on a tout fait, de faire un commentaire, des commentaires désobligeants, des insinuations pour montrer que enfin, les premiers agissements, on va dire ça comme ça, de la Criette montraient que c'était une cour créée pour les opposants, pour faire la chasse à l'homme. Mais après, on a compris que au-delà de ces appréhensions que les uns et les autres avaient dans le temps, il y avait quand même un objectif derrière la création de la Criette, notamment de lutter contre la délinquance financière. Et aujourd'hui, on a compris que même ceux qui sont dans le système ont été beaucoup de DG, beaucoup de personnalités qui avaient une parcelle de pouvoir et qui n'avaient pas bien géré, étaient devant cette cour-là. Certains ont été emprisonnés. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'un dans l'autre, on sait que la Criette est créée pour connaître des infractions économiques, également le terrorisme, parce que ne l'oublions pas, le nord du pays est beaucoup plus touché par des attaques terroristes. Donc, je pense que il faut quand même qu'au-delà de ce que c'est, il a dit, c'est vrai qu'il y a de ces autorités qui en font trop, qui montrent qu'ils ont l'oreille du président de la République, et ils sont avec le chef de l'État, et donc l'aire culturelle dans laquelle j'ai grandi, ça dit ceci, que quand vous êtes ami au chef, montrez-vous également chef. Et donc quand vous êtes chef, il faut, et on nous dira, je l'ai rappelé la fois dernière ici sur le plateau, et que quand vous avez une parcelle de pouvoir, vos démarches, votre tenue doit montrer que vous avez une parcelle de pouvoir. Peut-être que, comme on le dit, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc ça fait que quand ils ont justice au Bénin, n'est-ce pas, ça fait également appel aux interpellations. Le style d'interpellation par moment fait objet également de commentaires. Il y a eu, je dirais, de ces personnes, de ces citoyens qui ont été interpellés dans des conditions que les gens continuent de critiquer. Est-ce qu'il n'y a pas matière à faire vraiment un grand effort pour améliorer les choses, Casimir Pédior? Mon cas est le plus palpant en citant de cette juridiction. Lorsque vous êtes à la maison un beau matin et que sans convocation, sans rien du tout, on débarque dans votre chambre à coucher et sur votre lit, on vient vous chercher sous, je dirais pas le prétexte, mais sous la bonne raison que c'est la juridiction spécialisée qui a besoin de vous et qu'il faut répondre. Vous voyez, quand ça se passe comme ça, nous ne dormons plus en paix dans nos ménages, nous ne dormons plus en paix dans la République. La norme aurait été que, vous voyez que la Criette se montre véritablement au-dessus donc de la mêlée politique et que la Criette fonctionne comme une juridiction normale et que je ne dis pas qu'elle ne fonctionne pas, mais nous avons compris qu'on aurait pu faire mieux. On aurait pu mettre cette juridiction au service du peuple, au service du justiciable, au lieu de mettre cette juridiction comme une hantise, comme un gendarme qui est en train donc de tuer, un peu comme dans ce livre de Guy Menga, La mamie de Kokambala. On aurait cessé donc de montrer donc cette juridiction comme le fétiche qui va tuer beaucoup plus les jeunes, les pauvres, les femmes. Vous voyez, ça sonne aujourd'hui, ça sonne mal. Et ça fait que aujourd'hui, lorsque vous écrivez quelque chose, même lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous écrivez bonjour, c'est votre parent qui vous appelle et qui vous demande si vous connaissez la Criette. Très bien. Donc ça fait peut-être si le bonjour est en majuscule, selon que le bonjour est en majuscule, écrit en capital ou en minuscule, c'est quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit, bon, est-ce que vous savez que nous sommes dans un pays où il y a toujours la Criette? Vous sentez qu'on présente
la juridiction comme un épouvantail, quelque chose pour influencer ou pour faire peur les gens. Nous faisons du bon boulot. Allez, je voudrais vous entendre sur la manière dont certaines interpellations sont faites. Je pense que les autorités qui le font ou habilitées à aller chercher les gens dans leur domicile, ça doit se faire. Je pense que le droit... Non, même en pleine circulation, il y a eu de ces cas qui ont... Il y a deux aspects. Il n'y a que la loi a prévu les conditions dans lesquelles il faut interpeller. Même si quelqu'un doit se rendre chez toi pour te prendre, il faut qu'il présente un mandat d'arrêt. Je crois que c'est bien ça. Maintenant, si c'est peut-être pour une affaire d'État, il y a urgence, on n'a pas besoin d'utiliser la procédure normale. On va te chercher parce qu'on se dit c'est tellement urgent. Enfin, je prends le cas de mon confrère. Peut-être qu'on dit c'est peut-être urgent ce qu'il a publié, il doit donner la preuve de ce qu'il a publié, donc il faut aller là. Mais on aurait aimé savoir ce qui est présenté comme urgence. Dans quel cas on peut parler d'urgence? Justement, c'est ma faiblesse sur ce plateau. Je ne suis pas spécialiste du droit, je ne suis pas avocat. Mais je pense que... On a vu un ancien député de la République du Bénin qui a fait des déclarations vraiment à la limite gênantes, très graves. Mais qui jusqu'à aujourd'hui est dans son zongo. Alors on se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment pas du deux poids deux mesures? Il y a de ces déclarations qu'on entend par moment et les personnes ne se sentent pas inquiétées, mais d'autres en disent moins. Et bon, très rapidement, il y a une chose, et c'est maintenant aux juges ou aux procureurs ou à ces autorités de la justice de comprendre que les réformes sont en cours. Mais il y a que les canaux sont bouchés par ces actes-là. Donc ils doivent comprendre qu'il y a quand même que nous sommes dans un état de droit où la séparation des pouvoirs est respectée. C'est vrai qu'il y a le pouvoir exécutif qui peut parfois influer le pouvoir judiciaire. Mais ce qu'il faut faire, s'il y a de ces commentaires qui se font, s'il y a de ces choses que nous constatons, ces failles, c'est que nous ne sommes pas les seuls à constater ces failles, mais ce qu'il faut faire, il faut corriger, parce que nous sommes dans une marche, parce que depuis 90 à aujourd'hui, la justice n'est pas la même chose, la justice a évolué, les réalités ne sont pas les mêmes, donc je pense que c'est le moment pour les autorités, le ministre de la Justice, pourquoi pas le président de la République, parce que au-delà de tout, c'est lui qui est comptable. Alors, je vous amène sur un autre terrain très rapidement, parce qu'on a l'urgence, pour ne pas dire l'impératif, la dictature du temps, Alors, je voudrais vous entendre sur ce qui se dit quand on lit parfois les rapports des organisations des droits de l'homme sur l'univers carcéral au Bénin. Ça fait partie, je dirais, des dérivés de la justice. On estime qu'il y a des surpeuplements par endroit et que les conditions sont qualifiées. J'utilise donc les qualificatifs de ces organisations des droits de l'homme, que les conditions de détention sont inhumaines et dégradantes. Est-ce que d'un moment donné, vous arrivez à parcourir ces rapports et qu'est-ce que cela vous dit? Bien sûr. Et je voudrais mettre ma bouche, comme on le dit dans notre langage, je voudrais mettre ma bouche dans leur bouche pour dire que ce qui se passe de ce côté, c'est encore pire que ce que nous sommes en train de décrire ici. Vous voyez, nos prisons, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Moi, j'ai quand même eu la chance, pas en tant que détenu, mais en tant que journaliste, de parcourir quelques-unes de ces prisons-là. Le surpeuplement, c'est rien. C'est absolument rien. Quand vous allez là-bas voir les conditions de détention de l'homme, je vous parle de l'homme, c'est pire que dans les cheptels, c'est pire que dans les poulaillers, c'est pire que dans certaines... Alors comment faire pour devenir, je dirais, bon élève en la matière? Quand on dénonce, je dirais, les conditions de détention, le surpeuplement carcéral et autres, il faut travailler à changer de casquette, Travailler à changer, parce que quand je vois la gouvernance du président de la République, je le dis, pour ce que je vois, il met l'humain au cœur de sa gestion. Et si l'humain est mis au cœur de la gestion, et si on sait que la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que la vie humaine est sacrée et inviolable, je pense que c'est le moment de créer les infrastructures qu'il faut. C'est vrai que tout le pays est en chantier, nous sommes un État où tout est en chantier. Donc c'est le moment de créer les infrastructures pour que ces conditions soient améliorées, parce que ceux qui sont en prison ne sont pas, ce sont des humains aussi. C'est du fait de leurs actes qui sont en prison, mais on ne va pas les laisser comme ça, c'est de créer les conditions qu'il faut. Et je pense qu'à ce niveau-là, l'État est en train de faire des efforts,
mais ce n'est pas encore ça. On veut que les efforts continuent pour que, au-delà de ce que les gens passent le bac en prison, vous le savez, à la prison, vous le savez, il y a des insertions, enfin, socio-professionnelles, des reconversions qui se font à la prison. C'est des choses qu'il faut encourager, mais il faut multiplier par les prisons forcément. Il faut faire en sorte qu'il y ait de bonnes conditions pour les détenus dans nos prisons, les prisons qui existent. Il faut désengorger ces prisons-là, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui ont fini déjà de purger leur peine, qui sont toujours dans ces locaux-là. Et la lourdeur administrative, il faut essayer de travailler. Alors, quel commentaire faites-vous, je dirais, de l'ingérence qu'on dénonce par moment de l'exécutif dans le judiciaire? Oui, ça, il serait un peu difficile de pouvoir séparer l'eau chaude de l'eau froide. À un moment donné de la République, vous constatez que la... C'est-à-dire, on voit l'eau, mais c'est comment prendre chaude et laisser froide qui pose problème. On voit l'eau, mais on se trouve chaude, on se trouve tiède. C'est là le problème. Où est-ce que l'eau est froide? C'est difficile. Parce que les deux sont ensemble. Vous ne pouvez pas, dans une démocratie où on vous dit que le chef de l'État, il est de l'exécutif, mais au même moment que le ministre de la Justice est de judiciaire, et au même moment, il est encore de l'exécutif. C'est des trucs bizarres que la démocratie elle-même n'a pas pu régler. Et je crois que ce n'est pas à nos États de pouvoir donc séparer facilement ces énigmes-là. Mais le mieux aurait été quand même que l'exécutif reste à part et que le judiciaire reste à part. Vous voyez, c'est des réflexions de plusieurs années, de plusieurs générations. C'est tellement qu'on en arrivera. Aujourd'hui, nettement séparé. Vous voyez ce qui s'est passé aux États-Unis. Le judiciaire de l'exécutif. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Quand Trump est venu tout de suite, il prend un décret et puis il gracie tous ceux qui l'ont aidé donc à saccager le Capitole. Et puis bon, comment est-ce que vous pouvez séparer l'exécutif dans ce cas-là du judiciaire? Lorsque le chef de l'État a le droit de prendre par exemple une grâce présidentielle en faveur de tel ou tel autre, par exemple. Comment est-ce que vous pouvez séparer? On vous dira que c'est le droit qui a dit ça, que c'est la Constitution qui lui confère ça. Et pourtant, c'est l'exemple de l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire, mais dans un format légal. Dans un format bien légal où le chef de l'État s'octroie ce droit de grâce présidentielle et de dire, c'est le législateur qui a prévu tout cela. Voilà, c'est pas une autoproclamation, bien c'est une décision prise à titre. Ce qu'ils font aussi, ils vous diront que c'est le législateur. Lorsque un membre de l'exécutif ou bien un parent de l'administration prend son téléphone et peut appeler quelqu'un pour dire, bon, écoutez, tel cas, vous voudrez bien revoir un peu. Le relationnel où est-ce que vous pouvez... Alors, comment vous voyez la chose? Vous pensez vraiment que c'est impossible de séparer le judiciaire de l'exécutif, et comment régler le problème de cette immixtion, pour ne pas de cette ingérence parfois de l'exécutif dans le judiciaire? Je crois que ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Ça sera difficile de le faire, mais ce n'est pas impossible. Vous savez, nous avons copié le modèle démocratique que nous utilisons. Même la justice, ça nous vient du colonisateur. Et donc je pense que pour le faire, c'est que ça va être un travail de longue haleine. Il faut véritablement laisser le soin aux gens si c'est l'exécutif qui norme, ça sera compliqué, parce que si le président de la République, quoi qu'on dise, quelle que soit mon intégrité, quelle que soit ma technicité, s'il me nomme, je suis redevable envers lui. Et s'il m'appelle pour me donner des instructions par rapport à tel dossier, je vais agir. Je ne dis pas que c'est comme ça dans notre État, mais je pose... Vous voyez que la redevabilité est là, et donc ne demandez pas à un président, un juge qui a été nommé par le président de la République, de ne pas décrocher l'appel, ou ne pas suspendre le procès pour aller recevoir l'appel du président de la République qui est revenu. Donc je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est que au-delà des clivages politiques, parce que les acteurs politiques pèsent beaucoup dans notre justice jusqu'à l'heure où nous parlons, au-delà des clivages politiques, c'est de montrer au peuple qu'on n'a pas besoin d'être
d'une chapelle politique avant que la justice ne soit rendue. Alors, Casimir Pédior, selon vous, qu'est-ce qui justifie le fait que tout de suite, quand les juridictions prennent une décision, une sentence, une sanction, pour ne pas dire prononce des peines contre des détenus, des mises en cause, on voit très rapidement, je dirais, l'exécutif. Quand la Criette prend une sanction, on dit 20 ans pour tel, 10 ans pour tel autre, 30 ans tout récemment. D'ailleurs, on voit très vite la main de l'exécutif dedans. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que l'exécutif, d'abord, ils ont la malchance d'avoir créé, c'est sous leur règne, que cette affaire a été donc mise sur les fonds baptismaux. Et c'est encore eux qui ont envoyé les premiers détenus. Et c'est toujours eux qui envoient les détenus politiques au niveau de cette juridiction. Ça fait que même les Gaïmans aujourd'hui, on dit que c'est le chef de l'État qui envoie les Gaïmans là. Or, le monsieur, il n'en est pour rien. Il est tranquillement à la présidence, il travaille. Et vous êtes dans les buvettes, vous êtes en train d'analyser. Vous voyez que ce n'est pas la présidence qu'on est allé condamner les gens. Donc les juridictions font les travail. C'est les juridictions qui font D'accord, allez, on a l'impératif du temps. Je vais permettre à Lokosu de conclure. Pourquoi on voit toujours la main de l'exécutif quand une juridiction, surtout quand il s'agit des acteurs politiques? Non, écoutez, il s'agit là, il faut faire remarquer que nul n'est au-dessus de la loi. Première chose. Et que vous soyez acteur politique ou homme d'affaires, quand vous tombez sous le coup de la loi, on vous l'applique. Mais dans nos démocraties, il y avait une tradition qui existait. Ça fait aujourd'hui que malgré les réformes, la tradition est restée dans le subconscient des citoyens que nous sommes, où on se dit, quand on rend une justice, surtout quand ça concerne un acteur politique, on voit directement la main du président de la République, on voit directement l'exécutif, et c'est comme ça le peuple. Moi, je pense qu'il faut travailler sur les mentalités de ce que les décisions qui doivent être rendues soient rendues de façon juste et équitable. Mentalité pour montrer qu'on n'est pas en train de chasser un acteur. Il faut travailler à l'indépendance de la justice. La chose est faite de telle sorte que parfois, et ça c'est sérieux, il y a des acteurs politiques, je ne sais pas comment ils ont ces informations, ils vous donnent l'info avant que la décision ne soit rendue. Quand c'est comme ça, quand ça sera ainsi, ça va dans 10 ans, dans 20 ans, merci beaucoup. Casimir Pédior, merci pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. C'est la dictature du temps. Ne vous fâchez. Ne vous fâchez. C'est la justice. Ne vous fâchez. Allez, on va se retrouver demain pour partager avec vous le reste de l'actualité. Si tout va bien, demain, vendredi, on va parler art, culture et tourisme. Allez, portez-vous bien.